Nous sommes lundi 20 novembre 2023, plus que 6 semaines pour passer le cap de 2023. Une nouvelle semaine s'ouvre donc pour l'équipe du tribunal de l'actualité. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 264 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. D'un des juges, Geoffroy Vara, bonjour. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, le juge Bougma. Oui, bonjour. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Oui, Geoffroy Vara, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Pour cette première audience du tribunal de l'actualité, nous auditionnons Amos Zongnaba. Il est inspecteur des impôts et expert fiscal à l'association Fiscalité et Développement Local AFDL. Avec lui, il sera question de la fiscalité adaptée pour un Burkina de résilience. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, juge Vara, bonjour à l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs. Et sur ce, je déclare ouverte cette première audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Bernard Bougma, nous sommes lundi, premier jour de la semaine. Vos avant-propos. Merci, Président. Mon avant-propos, les lundis, vous savez que c'est la minute de motivation. Et donc, voilà ce que je partage aujourd'hui. Je cite, qu'est-ce qu'une attitude positive? L'attitude positive, c'est vivre notre vie en croyant que tout ce qui nous entoure est porteur d'un message spécial et est là pour nous aider à nous développer, à être heureux, épanoui et utile pour nous-mêmes et pour les autres. Avec une attitude positive, nous voyons le côté lumineux de la vie, devenons optimistes et attendons que le meilleur se produise. C'est un état d'esprit. Donc c'est tout un état d'esprit, avoir une attitude positive. Ça ne veut pas dire que tout est rose autour de nous, mais tout est porteur de messages autour de nous. Et donc de la peine peut surgir beaucoup de bonheur, de la difficulté peut surgir effectivement. Voilà. Donc il y a des obstacles, effectivement, il y a des épreuves, mais il y a un message qui est derrière. Quel est ce message? C'est effectivement à nous de savoir décoder et d'en faire un atout. C'est pourquoi c'est dit que c'est un état d'esprit. Donc sachons voir le côté lumineux des choses, le côté positif des choses, parce que parfois, comme l'a dit l'auteur, l'obstacle est le chemin. Beaucoup de courage au VDP, beaucoup de courage aux forces de défense et de sécurité, et du courage à toutes ces personnes qui sont dans l'humanitaire. Je souhaite à chaque Burkinabé un excellent lundi et une magnifique semaine. Juge Geoffroy Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience au tribunal? Oui, merci Président. Moi, c'est un communiqué qui est tombé vendredi du ministère russe de l'Agriculture et c'est le ministre lui-même, Dimitri Patrouchev, qui annonce que ce que Vladimir Poutine avait promis à certains pays africains en crise était maintenant en train d'être déployé. Notamment, c'était, les livraisons de céréales gratuites. C'est ce que Vladimir avait donc promis et les premiers pays en crise à les recevoir, c'est le Burkina Faso et la Somalie. Donc on peut dire qu'ils sont dans la dynamique de ce qu'ils avaient promis. Mais en même temps, ça doit nous interpeller pour là où on est aussi dans notre situation. C'est-à-dire un Burkina auquel on livre de la céréale gratuitement. Aujourd'hui, parmi autant de pays en crise comme la Somalie et autres, ça devrait pour moi nous interpeller sur la situation dans laquelle on est. Ce n'est pas réluisant. Ce n'est pas à se régaillardir là-dessus. On est dans un besoin, c'est vrai, mais ça ne nous fait pas forcément honneur. Et on a même entendu aussi le président lors de la rencontre à Saint-Pétersbourg le dire un peu à demi-mot. Ce qu'on attend, ce n'est pas forcément ce type d'aide-là. C'est de pouvoir, en définitive, par nous-mêmes, pouvoir faire les choses. Mais bon, c'est un communiqué, en tout cas qui émane de la partie russe, parce que elle dénote ici que les engagements sont en train d'être pris, mais c'est pas forcément religieux. Ça doit nous titiller quelque part, nous faire nous réveiller. Ça veut dire que bon, on a aussi, le Burkina a eu beaucoup de recul. Et ça, c'est, comme moi j'ai lu, c'est ce que ça m'a donné.
Donc c'est très interpellateur. Dans une situation nationale caractérisée par une crise sécuritaire où la priorité demeure la reconquête du territoire national, eh bien, quelle fiscalité adaptée pour un Burkina de résilience? Voici le sujet développé avec Amos Zongnaba, expert fiscal à l'association Fiscalité et Développement Local AFDL. Avant d'en venir au fond du sujet, messieurs les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Allez-y, monsieur Bougou. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci. Bon, à moi de faire pédagogie pour expliquer à ceux qui nous suivent et qui entendent fiscalité, qui ne savent pas ce que c'est, pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de fiscalité, ça renvoie à quoi exactement? Merci, juge Bougma. Je voudrais saisir l'opportunité, avec votre permission, pour saluer l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit au front pour que le Burkina puisse être en paix. Je rappelle que sans paix, bien sûr, il n'y a pas d'économie et sans économie, il n'y a pas de fiscalité. Donc, nous sommes heureux au niveau de l'association Fiscalité et Développement Local de répondre à cette convocation du tribunal de l'actualité pour évoquer la fiscalité, quelle fiscalité dans un Burkina de résilience. Et nous vous remercions pour cela. Pour revenir à la question du juge Bougma, la fiscalité, en termes simples, c'est l'étude des impôts et taxes dans un pays, pour être simple. Parce que bon, c'est vrai que je suis technicien, mais je veux aussi que l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs qui nous suivent puissent mieux comprendre. On parle de fiscalité, c'est associé aux impôts et aux taxes qui sont en vigueur dans un pays. Tout simplement ça. Ou si vous voulez, l'étude de ces impôts et taxes dans un pays. D'accord. Alors, oui. D'accord. Impôts et taxes dans un pays, en début d'année, on a vu effectivement que beaucoup d'efforts avaient été faits pour rappeler aux Burkinabés qu'ils doivent payer un certain nombre de taxes de résidence, sur les véhicules à moteur et tout. Bon, dans le passé, on était moins offensif. Est-ce qu'il y a une explication particulière? Pourquoi on n'insiste pas? Parce qu'il y en a qui ne savaient même pas qu'ils devaient payer une taxe de résidence, et ceux qui sont en zone non lotie se posent la question de savoir est-ce que moi aussi je suis concerné? Donc c'est l'occasion de le prononcer à ces messieurs-là qui disent nous sommes en zone non lotie, je ne pense pas qu'ils sont concernés. D'accord. Merci pour cette question pertinente. Toutes ces taxes et impôts que vous êtes en train d'évoquer sont dans ce que nous appelons les impôts personnels, c'est-à-dire c'est des impôts qui touchent aux particuliers et qui doivent payer, qui ne sont pas forcément des impôts et taxes que les entreprises normalement constituées avec des numéros IFU ou encore des registres de commerce et de crédit immobilier RCCM doivent payer. Donc ce sont des impôts personnels, comme vous et moi, nous devons payer. Et sont de ces impôts-là la taxe de résidence, la taxe sur les véhicules à moteur qui concerne tous ceux qui ont des véhicules à 4 roues. Maintenant, depuis l'année passée, on a inséré les 3 roues et puis les 2 roues. Donc, pour dire que ce sont des impôts personnels que chaque citoyen burkinabé doit pouvoir payer et participer, bien sûr, au développement économique et social de notre pays. Donc, la taxe de résidence, pour revenir à la question, pour dire pourquoi, je pense que l'administration fiscale de Burkina Faso a quand même fait des gros efforts en matière de communication, parce que c'était l'un des talons d'Achille que cette administration avait, mais je pense qu'il faut tirer le chapeau au service de la communication de la Direction générale des impôts et même les autorités qui travaillent davantage à mettre l'information à la disposition des citoyens burkinabés. J'ai l'habitude de le dire, lorsque vous faites payer à quelqu'un un impôt ou bien une charge qu'il ne comprend pas, il a l'impression qu'on lui fait la force. Mais lorsqu'il comprend, il est plus enclin à adhérer à l'impôt ou à la taxe, et donc le paiement devient plus facile parce qu'il sait où va aller son argent, il sait que l'argent qui va être prélevé va être pour son bonheur à lui. Donc je pense que de ce côté, la Direction générale des impôts a fait beaucoup d'efforts en termes de communication. Ce n'est plus une Direction générale des impôts qui attendait forcément que les contribuables viennent, mais c'est une direction des impôts qui va vers le contribuable, qui explique ce que c'est que l'impôt, quelle est la finalité de l'impôt, qu'est-ce que l'impôt
l'impôt peut apporter dans le quotidien des Burkinabés. Et je pense que de ce côté-là, il y a un gros travail qui a été fait. Il faut dire aussi que le contexte sied aussi, parce que du fait qu'il y a certaines de nos ressources qui ont été suspendues, notamment les appuis budgétaires et d'autres ressources comme ça, les Burkinabés prennent conscience qu'il faut que nous comptions d'abord sur nous-mêmes. Et compter sur nous-mêmes, c'est d'abord sur les impôts et taxes, que chaque Burkinabé puisse payer ce qu'il doit payer. Et en cela, l'État peut engranger des ressources pour bien sûr participer à la conquête ou à la reconquête du territoire national et bien sûr au développement économique et social. D'accord. Et ceux de non-lotis? Oui, ceux de non-lotis, c'est un débat qui revient. Effectivement, est-ce que ceux de non-lotis doivent payer ou ne doivent pas payer la taxe de résidence? Ce qui est dit dans la loi, c'est que la taxe de résidence est payée par les citoyens qui habitent dans les zones aménagées. C'est ce qui est dit dans la loi. Maintenant, pourquoi il y a ce débat? Parce que de plus en plus, dans certains non-lotis, il y a quand même un minimum d'aménagement qui est fait. Que vous prenez certains non-lotis, notamment avec les projets qu'on a, de restructuration qu'on a, il y a des choses qu'on est en train de vouloir faire, et il y a même certains non-lotis qui ont l'électricité et qui ont, j'allais dire, l'adduction en eau potable. Donc cela fait que, et pour dire vrai aussi, souvent c'est difficile de pouvoir savoir qui est dans nos lotis, qui n'est pas dans nos lotis. Donc pour cela, effectivement, le débat se pose souvent. Mais retenons que la loi précise que c'est ceux qui habitent dans les zones aménagées. D'accord. Juge Fava. Oui, c'est vrai qu'on parle d'impôts et tout. Ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'il y a l'Assemblée générale là, qui fait le point un peu des performances de nos entreprises ou institutions là, publiques, on se rend compte que ce qui nous est donné comme chiffre nous dit notre taux de réalisation de plus de 100%. Alors que on chante chaque matin qu'on n'a pas l'argent. Ceux qui doivent aller ponctionner les disent que les objectifs qui se sont fixés là, ils les ont même dépassés. Bon, c'est les objectifs qui sont à minima, ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Parce que souvent le commun le profane, il dit mais pourquoi ceux-là à chaque fois ils ont plus de 100% et pas le plus, nous on cherche encore de l'argent. D'accord, c'est une question également pertinente. Il faut dire ici que les prévisions ne sont pas fixées par la Direction générale des impôts. Okay. Je rappelle bien sûr que je ne suis pas là au nom de la Direction générale des impôts. Ça, c'est vraiment important. Je représente mon association, l'association Fiscalité et Développement Local. Mais pour ce que je sais, c'est que ce n'est pas la Direction générale des impôts qui fixe ces prévisions. C'est fixé par j'allais dire, par les autorités, notamment les autorités parlementaires. Bien sûr, le projet de loi est préparé par le gouvernement et qui est soumis à l'Assemblée législative de transition maintenant, qui vote la loi et qui donne les prévisions de recouvrement. C'est d'ailleurs à travers une loi de finances qui se tient chaque année et qui donne les objectifs de recouvrement par les différentes régies. Voilà. Et en fonction de ça, maintenant, on fait la répartition. Vous savez que présentement, la Direction générale des impôts est la première régie de l'État en matière de mobilisation des ressources. Donc, pour revenir, déjà, ce n'est pas la Direction générale qui s'assigne elle-même ses objectifs. Ça, c'est important qu'on puisse le relever. Et deuxième élément, il faut quand même relever que depuis plus de... depuis 2009-2010, la Direction générale des impôts a engagé des réformes, notamment en matière de digitalisation. Je peux dire que c'est l'une des premières administrations à aller à la digitalisation. Cela a facilité beaucoup de choses et a facilité le recouvrement de beaucoup d'impôts. Vous savez que nous sommes dans un contexte de défis sécuritaires et malgré cela, la Direction générale continue à performer. C'est parce qu'elle a une meilleure organisation selon nous et qui fait qu'elle arrive quand même à toucher les contribuables même si l'administration des impôts ne se trouve pas souvent au niveau de dans ces localités. Donc je peux parler de la digitalisation, je peux parler aussi plus ou moins du climat serein que nous avons eu depuis quelques années. Donc ça facilite les choses
au niveau de recouvrement, donc le personnel est bien motivé et ils savent que voici ce qu'ils peuvent faire en termes de mobilisation. Je rappelle aussi qu'il y a le contexte. Cela fait que les gens font au-delà de l'effort normal. Donc les gens travaillent, à titre d'exemple, le samedi par exemple, la direction générale des impôts était en revue de performance pendant que certains étaient en train de se reposer. Souvent, la direction générale des impôts travaille très souvent le week-end. La plupart. Et souvent même on ouvre les caisses le samedi pour permettre aux contribuables de pouvoir régler, leurs impôts et taxes. Si vous prenez tout ça mis ensemble, vous allez voir que bien sûr, il y a un travail quand même qu'il faut reconnaître à cette direction générale des impôts et même de façon générale à l'ensemble des régies, parce que si vous voyez, les chiffres sont assez intéressants. Voilà, je vais dire. Donc principalement, c'est bien sûr ça. Et il faut aussi lier le fait que la direction générale des impôts est organisée et ce qu'on appelle par le séquençage, on a divisé les contribuables selon leur faculté de contribution. Donc nous avons la direction des grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires minimum de 1 milliard. Nous avons la direction des moyennes entreprises qui ont un chiffre d'affaires minimum de 50 millions jusqu'à 1 milliard. Et en dessous, nous avons les directions des centres des impôts. Et la direction plutôt des centres des impôts, les directions départementales des impôts et départementales des impôts et puis d'autres services qui sont là, qui appuient. Donc ça fait que la direction est suffisamment, distillée dans les 4 coins du Burkina et cela fait que facilement il y a un meilleur recouvrement, mais ce que je peux retenir franchement, c'est la digitalisation parce que ça a vraiment révolutionné pas mal de choses au niveau de la direction générale. D'accord. Alors Amos Zongnaba, vous êtes expert fiscal au sein de l'AFDL. Quand on prend deux facteurs, le facteur de la mondialisation où on connaît tout ce qu'il y a comme corollaire, celui du contexte national où depuis plusieurs années nous sommes frappés par une crise sécuritaire, quel est l'état de la fiscalité aujourd'hui en termes d'apport dans notre économie ? Ça c'est une très belle question. Je peux dire qu'aujourd'hui, si vous prenez essentiellement notre pays, nous vivons des recettes fiscales de façon essentiellement. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autres ressources, mais essentiellement c'est des impôts et taxes, bien sûr, avec le fonds de soutien patriotique, qui n'est pas forcément un impôt, il faut qu'on le précise. Voilà. Donc, je dis ça parce que, effectivement, dans un contexte de défi sécuritaire, cela demande un effort supplémentaire de la part des citoyens pour pouvoir supporter l'effort de paix et pouvoir conquérir le territoire national. Et pendant justement, on a vu quand même quelques causes de ce défi sécuritaire, c'est que aussi c'est une crise de développement. Et quand on parle de crise de développement, c'est qu'il y a des investissements à faire dans certaines localités pour que ces personnes, les personnes résidentes dans ces localités-là puissent aussi se sentir burkinabés et pouvoir bénéficier du fruit, de la croissance. Donc pour revenir à votre question, c'est suffisamment important et la fiscalité joue un grand rôle. La fiscalité joue le rôle d'abord de mobilisation des ressources fiscales. Et la fiscalité joue le rôle d'équité sociale parce que c'est la fiscalité qui va permettre de pouvoir voir par exemple si M. Bougma est à un certain âge, par exemple 60 ou 65 ans, on va lui dire bon, comme il a un certain âge et qu'il est au 3e âge, il n'a plus toute la vigueur pour produire comme par exemple les jeunes. Et la fiscalité permet par exemple à ce type de personnes de ne pas payer certains types d'impôts parce qu'on estime que du fait de son âge et du fait de sa productivité limitée, il ne peut pas contribuer. Donc on lui permet aussi d'avoir un peu une charge allégée en matière de fiscalité. Ça, c'est un exemple que je prends. Mais la fiscalité aussi permet de pouvoir voir les couches vulnérables. Quand vous voyez, il n'y a pas longtemps, je pense, c'est le gouvernement burkinabé a pris
un décret qui institue des mesures d'incitation fiscale au profit des petites et des moyennes entreprises, les petites et les moyennes industries. C'est pour justement relancer l'activité économique et justement participer à ce qu'on puisse créer, bien sûr, la croissance. Donc, la fiscalité joue un grand rôle, non seulement en matière de mobilisation fiscale, ce que nous appelons le rôle financier. En matière économique, le rôle économique, c'est de permettre à la fiscalité d'intervenir au niveau de l'économie pour pouvoir ajuster. Parce que quand vous regardez aujourd'hui l'ensemble des marchés qui sont lancés par l'État, c'est à travers la fiscalité qu'on arrive à payer à ces entreprises-là, notamment au niveau de la dette intérieure ou la dette extérieure. Et enfin, au niveau social, parce que la fiscalité permet de pouvoir soutenir toutes ces personnes-là qui sont dans une situation de vulnérabilité. Juge Boukman. D'accord, ok, merci beaucoup. Mais il y a aussi le contexte sous-régional. Est-ce que ça joue sur la fixation des impositions en matière de fiscalité? Très très belle question, parce que nous n'évoluons pas dans un vase clos. Et le Burkina n'est pas comme, on ne vit pas comme à la Robinson Crusoe qui vit sur son île. Voilà, non, nous évoluons dans un environnement. Il y a bien sûr l'environnement sous-régional. Nous faisons partie de certaines institutions régionales ou sous-régionales, notamment l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et la CEDEAO, qui fait qu'il y a des directives qui sont données au niveau de ces institutions-là que le Burkina Faso doit implémenter au niveau de son corpus juridique. Donc, de ce fait-là, il y a effectivement certaines mesures fiscales qui sont intégrées dans notre Code général des impôts pour justement répondre à ce besoin-là. Donc, bien sûr, il faut tenir compte du contexte sous-régional et du contexte régional. Mais il faut aussi situer le contexte économique sous-régional parce que quand vous regardez, nous sommes depuis quelque temps, il y a bien sûr la crise russo-ukrainienne qui joue beaucoup sur l'économie et bien sûr, ça joue sur les activités économiques et le prélèvement fiscal. Il y a bien sûr aussi le contexte sécuritaire qui est dans plusieurs pays. Quand je prends rien que les 3 pays, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, le Niger, font face à un défi sécuritaire depuis plusieurs années. Donc ça peut jouer sur l'activité économique. Et j'ajoute à cela également les crises, enfin pas les crises, je veux dire le climat ou encore la pluviométrie. Voilà, quand vous voyez dans certains pays, la pluviométrie joue beaucoup sur la croissance, parce que essentiellement ces pays-là sont des pays qui vivent de l'agriculture et de l'élevage. Donc lorsqu'il n'y a pas une bonne pluviométrie, ça joue bien sûr sur les récoltes, et les récoltes aussi, ça joue bien sûr sur, parce que c'est des matières premières pour d'autres entreprises, etc., etc. Donc pour dire qu'il faut tenir compte de l'ensemble de tout ce contexte-là et apprécier la fiscalité, parce que la fiscalité n'est pas isolée. La fiscalité s'appuie bien sûr comme base l'économie. Si l'économie marche bien, la fiscalité marche bien. Si vous avez un taux de croissance de 3%, vous ne pouvez pas dire que vous allez avoir un taux de recouvrement, enfin j'allais dire un taux de réalisation des recettes fiscales de 20%. Non, ce serait irréaliste parce que c'est adossé à l'économie. Donc si l'économie fonctionne bien, la fiscalité dans le principe, ceteris paribus, toutes choses étant égales par ailleurs, fonctionne bien également. Juge Favara. Il y avait septembre dernier une rencontre au niveau de l'UEMOA sur justement les bonnes pratiques pour on va dire bonifier ce que les services là peuvent glaner au niveau intérieur. Et ils ont rappelé la norme, en fait l'objectif c'est 20% de taux de pression fiscale. Et ils ont cité de bons exemples. Il y avait le Sénégal à plus de 18% et le Burkina à 16,23% si ma mémoire elle est bonne. C'est-à-dire que quand au niveau UEMOA, on est à un taux moyen de 13%, le Burkina cumule à 16,23%, le Sénégal, et on a de bons exemples. C'est bien, mais est-ce que ça ne... vous me voyez venir. Est-ce que ça ne ramène pas à ce que la plupart aussi de nos commerçants ils disent qu'au Burkina, il y a trop d'impôts, les gens là nous tapent trop. Parce que quand on vous félicite, parce que le taux de pression fiscale, c'est quoi qu'on dise aussi, les chiffres, notamment des impôts, divisés par le produit intérieur brut, multiplié par 100. Exact.
Oui, vous faites bien de le dire, mais je pense que c'est une impression. Ok. C'est une impression. Pourquoi? Parce que c'est notre système fiscal qui est organisé ainsi. Lorsque vous regardez notre système fiscal, c'est un système fiscal cédulaire. Cédulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque type de revenu, il y a un impôt. Donc les gens ont l'impression effectivement qu'il y a une multiplicité des impôts. Et c'est vrai, parce qu'il y a par exemple la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux, agricoles, voilà, les retenues, les prélèvements. Donc les gens ont l'impression que c'est plusieurs impôts. Mais il y a des impôts qui peuvent être regroupés. Mais pour le moment, c'est notre système fiscal qui est organisé ainsi. Et je peux dire que c'est efficace. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on disait à M. Vaha, pour l'année entière, réunissez l'ensemble de vos revenus, calculez vos impôts et venez payer. Si on attend ça, l'État ne va jamais avoir l'argent. Mais on s'est dit, bon, M. Vaha travaille à 3TV, Watt FM. Ce que vous avez comme revenu, on demande à votre employeur de retenir et de revenir verser au titre de l'UTS. Si vous faites des consultations pour une formation ou bien une consultation, ce que vous avez dit, ok, celui qui est le commanditaire de l'étude ou bien de la consultation lui dit, avant de vous payer, faites une retenue et vous venez le verser. Donc vous voyez que votre revenu là, pour la consultation, pour le salaire, d'accord, si c'était dans un système global, on devait les réunir ensemble et vous dire à la fin de venir vous-même déclarer. Mais vous voyez qu'avec le système qu'on a, on demande que non seulement il y ait la retenue à la source, ce qui permet que vous-même vous n'ayez pas le contrôle de tout votre revenu et de faciliter le recouvrement. Et en plus, on vous demande à ce que, j'allais dire, on demande à ce que votre revenu là soit mieux taxé, parce que en fonction du revenu que vous avez, on vous taxe. Donc c'est le système fiscal de notre pays qui est ainsi, qui est un système cédulaire. Effectivement, les gens ont l'impression. Et quand on dit aussi que la Direction générale des impôts a recouvré tant de milliards, bien sûr, c'est parce que l'ensemble des citoyens ou des contribuables ont contribué à hauteur de ceci. Ce n'est pas ailleurs, c'est des gens qui ont payé sur le territoire burkinabé. Donc c'est à leur honneur que j'allais dire. Donc, vous-même vous l'avez rappelé, la norme au niveau de l'UEMOA, c'est 20%. C'est vrai que si on prend... Dans la pratique, actuellement, nous sommes, la moyenne au niveau de l'UEMOA est autour de 13 et que nous sommes autour de 16-23%. D'ailleurs, cette semaine, la Direction générale des impôts a lancé son plan stratégique à travers, j'allais dire, la conférence annuelle, qui est carrément un changement de paradigme. J'ai eu la chance de participer à son élaboration. Et quand vous regardez, effectivement, il y a carrément un changement de paradigme pour 2023 à 2027. Parce que l'administration va encore plus porter l'attention vers le contribuable. L'administration sera encore plus bienveillante, bien sûr, en étant rigoureuse. Alors, quand je dis bienveillante, c'est en travers tous ceux qui sont de bonne foi. Et très, très ferme pour, bien sûr, les contribuables qui ne sont pas de bonne foi. Donc, pour dire et revenir à votre question, il faut louer, bien sûr, la contribution des Burkinabés aux recettes fiscales de façon générale. Et aussi dire que le taux de pression fiscale, ce qui serait bien, c'est d'aller vers les 20%. D'ailleurs, le plan a pour objectif à ce que nous puissions arriver à terme en 2027 là, à 20%, ce qui correspondrait à la norme de l'UEMOA. Voilà. Donc je peux dire que les commerçants peuvent dire que bon, ils sont taxés, voilà, mais je pense que c'est pas encore, c'est bien. Mais on doit pouvoir faire des efforts, surtout dans le contexte que nous sommes. Je sais que vous n'êtes pas là ici au nom de la Direction générale des impôts du tout, mais au moins vous travaillez sur la question avec la FDS. Et autre élément, c'est que, vous savez, je parle des perceptions que je partage. C'est que très souvent, il y en a qui disent, c'est-à-dire vous venez et vous les démarchez. Et ils vous disent, communiquer là c'est bien, mais si moi mon spot passe là, les gens là vont passer ici. Et ils sont tous, ils ont tous cette peur là, où ils ont tous cette analyse et ce regard. Si vous faites un peu de bruit sur vos comment dire ça, vos marchandises, vos activités, ils vont passer. D'accord. Mais ça rejoint aussi quelque chose, c'est qu'on a un mot qui est déclaratif. C'est ça. Ça veut dire que c'est vous qui venez dire et on vous impose. Exactement. Et quand c'est comme ça, on est obligé de dépiller
pour voir un peu si c'est comme vous dites là, ce n'est pas plus que ça. C'est ça. Mais dans ce jeu-là, comment est-ce que les acteurs là ne peuvent pas percevoir les services des impôts comme des fouineurs, des gens qui, lorsque tu veux sortir la tête d'un ton genre, t'attrapes pour dire il faut payer. C'est un peu difficile. Oui, je comprends ce que vous êtes en train de dire, c'est très juste. Mais comme je l'ai dit, c'est parce que souvent les gens ne comprennent pas. Okay. Et c'est pourquoi nous, au niveau de l'association Fiscalité et Développement Local, nous travaillons à communiquer davantage. Okay. Et nous avons même comme activité de travailler à traduire dans nos langues locales le Code général des impôts ou encore le Code général des collectivités territoriales pour que les gens comprennent davantage que l'impôt là, ou bien l'agent des impôts, c'est d'abord son frère ou sa sœur. Voilà. Et celui qui est là n'est pas contre le contribuable. Au contraire, il est là pour justement prélever l'impôt et aider à ce qu'on puisse développer le pays. Donc, celui qui contribue également doit être fier de pouvoir contribuer parce que par ses contributions, le Burkina Faso tient. Et je le dis en toute sincérité, si nous n'avions pas un système fiscal assez efficace, il y a longtemps le Burkina aurait écroulé. Parce que vous imaginez, dans ce contexte, si nous n'avions pas assez un système fiscal solide, nous n'avons un système fiscal efficace et performant, nous ne pouvons pas prélever les impôts et taxes, surtout dans ce défi, avec ce défi sécuritaire, et donc ça allait plomber certains objectifs, que ce soit d'investissement ou de développement. Pour revenir à votre question, pour parler de la peur, je dirais que pour moi, cette peur a une origine. Mon père aimait me raconter que il y avait l'impôt de capitation. Et l'impôt de capitation subsiste toujours dans les esprits. Et les gens ont toujours peur de cet impôt-là. Et c'est ça que la direction générale des impôts travaille à faire changer en parlant de changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on puisse déjà être bienveillant avec le contribuable. On suppose que le contribuable est de bonne foi. Maintenant, si tu n'es pas de bonne foi, alors là, on tire toutes les conséquences. Pour revenir à l'exemple que vous avez pris, effectivement, quelqu'un qui vient pour faire sa publicité à True TV ou à TFM, bien sûr qu'il fait et il attend des résultats. Ça veut dire que son chiffre d'affaires va augmenter. Donc, si ton chiffre d'affaires augmente, accepte quand même que ton impôt aussi augmente. Ça va de soi. Ouais, puisque le principe... Il commence une pub aujourd'hui, demain on vient taper. Non, pas comme ça. Même s'il vient... Déjà, je rappelle que la loi précise que tout le monde doit exercer dans la légalité. Si. Voilà. Donc, si tu exerces dans l'illégalité, déjà, c'est pas bien. Voilà, bien sûr qu'on ne peut pas dire que c'est une bonne chose. On demande à chaque Burkinabé, autant on demande aux gouvernants, à nos autorités d'être transparents, autant aussi nous devons être transparents dans nos activités et permettre à l'État de pouvoir fonctionner. Chacun de nous demande des services. On dit qu'il n'y a pas telle route, on dit qu'il n'y a pas tel centre de santé, on dit que bon, il y a des moyens qui manquent au FDS, mais ces moyens-là, ça vient d'où? Ça vient de nous tous. S'il faut que chacun de nous puisse contribuer pour qu'on donne des moyens aux forces de défense et de sécurité, pour qu'on donne des moyens, pour investir dans les infrastructures sociales comme les écoles, comme l'eau potable, comme par exemple les hôpitaux, les centres de santé, ou bien même les routes. Il y a des pays où tu n'as pas payé ton impôt, tu ne peux même pas rester en justice. Parce qu'on estime que le droit d'ester en justice là va avec le devoir de payer d'abord tes impôts. Parce que si sans impôt là, la justice n'existerait pas. Aujourd'hui, si quelqu'un va en justice, même si tu n'as pas un avocat, il y a un avocat qui est commis d'office. Cet avocat est payé par quoi? C'est par les impôts et taxes. C'est parce que les gens ont payé qu'on va prendre cet argent-là, payer cet avocat commis d'office-là pour te défendre, pour que tu puisses rentrer dans tes droits. Donc, autant on a des droits, autant aussi on a le devoir. Donc, le droit, bien sûr, de bénéficier des services publics, mais également le devoir de contribuer pour pouvoir bénéficier aux services. Vous avez tout à l'heure parlé de l'IUTS. Oui. Il y avait eu une étude qui montrait qu'entre 2019 et 2022, on était un peu à plus de 535 milliards de francs CFA recouvrés. Qu'est-ce que ça représente dans l'assiette fiscale pour le Burkina, quand on connaît aussi les réformes que l'on avait tentées sur le plan de l'IUTS, mais qui s'étaient heurtées à un certain nombre de sensibilités du monde syndical et autres?
Intéressant encore. Effectivement, l'UTS est un impôt, j'allais dire, important dans ce que nous appelons les impôts leaders. C'est-à-dire c'est des impôts qui contribuent à plus de recettes au niveau de la fiscalité. Après, je pense la TVA et l'impôt sur les bénéfices, c'est l'UTS qui suit. Okay. Et pourquoi? Parce que le mode de prélèvement de l'UTS est assez intéressant. Et comme il le disait, là, on ne demande pas au salarié lui-même de venir verser. Voilà, donc on demande à l'employeur de retenir et de revenir verser. Là, ça fait que le mode de recouvrement fait que, effectivement, c'est un impôt qui est l'un des impôts les plus rentables. L'UTS est un impôt suffisamment important. Je ne veux pas rappeler le contexte dans lequel il est venu, mais toujours est-il qu'il est venu dans les années 70-71 avec la Garangose, qui a travaillé à ce qu'on puisse unifier on avait 3 types d'impôts qui concernaient les salariés. On les a unifiés pour en faire l'impôt unique sur les traitements et salaires. C'est un impôt qui frappe les salariés du public ou du privé et qui concerne tout ce que vous avez comme revenu. Voilà. Donc que ce soit les revenus, j'allais dire en espèces ou encore les revenus en nature, ces impôts-là doivent être, ces revenus-là doivent être taxés en matière d'UTS. Et comme je l'ai rappelé, le mode de recouvrement, c'est que c'est l'employeur qui retient et qui reverse au plus tard le 10 du mois suivant. Par exemple, si je prends les salaires qui ont été versés au personnel de 3TV Watt FM pour le mois de octobre, devait reverser au plus tard le 10 novembre qui est passé. Voilà. Et on parle du contexte de résilience. Il y a des réformes qui avaient été tentées sous d'autres cieux ici au Burkina qui n'étaient pas passées. Aujourd'hui, pour un Burkina de résilience adapté à notre contexte, qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau? Oui, il y a un travail. Je pense que de ce côté, de façon globale, les impôts, il y a des impôts. La Direction générale des impôts a travaillé à réformer certains impôts. Présentement, il y a la relecture du Code général des impôts qui se fait. Vous en aurez des nouvelles très bientôt parce qu'il faut aussi le réviser à l'aune du plan stratégique 2023-2027 que la Direction générale des impôts a. Et justement, ils vont travailler à revoir certains impôts. Donc, à cette occasion, certainement, la Direction générale des impôts pourra communiquer au temps convenable pour vous dire. Mais pour revenir, il faut rappeler que, je l'ai dit au niveau de la loi, c'est suffisamment clair, notamment l'article 106 et suivant du Code général des impôts. Les revenus des salariés sont taxés au niveau, j'allais dire, à l'UTS, que ce soit les revenus en espèces ou bien que ce soit les revenus en nature. Juge Bougman. Oui, la question principale aussi, c'est pour les contribuables. Nous payons les taxes, nous payons les impôts, mais on ne voit pas ce qu'on fait avec. Ça va où? Ne dites pas ça. Si vous dites ça, je ne serai pas content. Non, je répercute une question parce que effectivement en début d'année, je vous juste cette parenthèse pour expliquer pourquoi cette question. Quand les uns et les autres avaient été incités, encouragés à pouvoir venir payer les taxes au niveau individuel et tout, cette question était posée surtout par ceux qui suivent l'émission à Morée les mercredis à 14h, les vendredis à 14h. Donc, la question était régulièrement posée, les réponses ont été données, mais comme nous avons un expert fiscal, et puis c'est des gens qui suivent, c'est pourquoi je pose la question. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous voulez bien, je peux revenir en émission à Morée pour mieux expliquer ça. Il n'y a même pas de souci. Mais je dis déjà que l'impôt, je l'ai rappelé ici, il y a 3 rôles que l'impôt a. Il y a le rôle financier, le rôle économique et le rôle social. Et aujourd'hui, dans le contexte que nous sommes, l'impôt joue un rôle prépondérant. Franchement, je pèse le mot, c'est vraiment prépondérant. Si nous n'avions pas les impôts, c'est pas sûr que notre système financier ou même économique allait tenir dans ce contexte-là. C'est parce que l'impôt est suffisamment efficient que nous arrivons à tenir. Pour répondre à votre question, en 2013, j'ai reçu un monsieur dans mon bureau qui m'a posé exactement la même question. Nous sommes sortis en recouvrement et on avait saisi son matériel. Et ce jour, il est venu armé dans mon bureau et très très en colère. Et
Heureusement, j'ai pu le calmer. Il a dit qu'il ne va pas s'asseoir. Je lui ai dit que je vais lui offrir de l'eau. Il dit qu'il ne veut pas de l'eau. Je lui ai dit de thé. Il ne veut pas de thé. Alors, qu'il veut juste savoir c'est qui M. Zongnaway qui est venu saisir son matériel. Bon, il est venu. Je l'ai calmé. Je lui ai dit non, de s'asseoir, on va se comprendre. Il m'a dit d'ailleurs, à quoi sert votre impôt là? Alors, j'ai dit non, ce n'est pas notre impôt, mais c'est l'impôt de tout le monde. Et ce jour, par chance, mon bulletin de paie était sur la table. On venait juste de venir me le donner. J'ai juste pris mon bulletin et je lui ai fait comprendre que moi-même je paie impôt. Il dit c'est pas vrai. Et toi en tant qu'agent des impôts, j'ai dit oui, je paie l'UTS. Je paie les impôts comme tout le monde. Et quand vous dites que l'impôt là sert à quoi, je lui ai dit tout simplement où est-ce que vous habitiez. Il dit qu'il habite à Somgandé. J'ai dit vous êtes passé par quelle voie? Il dit il est passé par la voie de la grande voie, la route de Kaya pour venir. Il dit la voie a été construite grâce à vos contributions. Il dit mais est-ce qu'il a des enfants à l'école? Il dit oui, qu'il en a 3. Il dit ils sont dans une école. Il paie combien à peu près la scolarité? Il m'a donné. J'ai dit, vous pensez qu'en une année, vous pouvez payer cette scolarité? Vous pensez que l'éducation de votre enfant là, se résume à cette scolarité-là? C'est parce que l'État arrive à subventionner et à accompagner, bien sûr, j'allais dire l'éducation, que vous arrivez à payer ça. Il dit, mais vous êtes là tous les jours, quand il y a un problème, vous dites que vous partez au commissariat se plaindre là. Il dit, mais ceux qui sont au commissariat là, ils sont payés comment? Ils sont payés par vos contributions et vos impôts. Leur matériel, c'est payé comme ça. Nous sommes dans un contexte de défi sécuritaire. Les balles, les équipements, la formation des forces de défense et de sécurité, tout cela est assuré par l'impôt. Donc les différents investissements qui sont faits sont assurés par l'impôt et la taxe. Donc il faut que les gens comprennent, et c'est suffisamment important. Et je pense que c'est aussi du rôle de la Direction générale des impôts et aussi de notre association, l'association Fiscalité et Développement Local, de travailler à ce que les gens comprennent le bien fondé de l'impôt. L'impôt n'est pas là pour assassiner, j'allais dire, le contribuable, parce que c'est l'œuf et la poule. Si on assassine la poule, il n'y a plus des œufs. Donc nous travaillons justement à préserver la poule pour qu'elle puisse donner des œufs. Et ce sont ces œufs-là qui deviennent des poussins et des poussins qui deviennent des poulets par la suite pour que nous puissions avoir. Donc pour résumer, l'impôt contribue, comme je l'ai dit, à pourvoir aux recettes fiscales qui contribuent bien sûr au développement économique et social. L'impôt contribue à assurer notre sécurité à nous tous. L'impôt contribue à nous assurer des logements. L'impôt contribue à nous réaliser des infrastructures sociales telles que les écoles, telles que les CSPS, telles que les logements sociaux, etc. C'est tout ça qui permet à l'impôt, que l'impôt arrive à faire. Donc, pour me résumer, l'impôt est suffisamment important. Alors, après 58 ans, le Burkina a récemment mis fin à la convention fiscale de non-double imposition avec la France. Au niveau de la FDL, vous vous êtes certainement intéressé à la question. Quel peut être l'apport aujourd'hui pour le Burkina? Déjà, merci pour cette question. Déjà, il faut situer, dire que cette convention est en vigueur depuis le 11 août 1965 avec un avenant qui est intervenu en 67 et 71. Et avec cette convention, il y avait deux objectifs majeurs. Il y a l'objectif d'éviter la double imposition, mais également l'objectif d'assistance administrative. C'est quoi la double imposition? La double imposition, c'est le fait pour une personne d'être imposée dans deux pays. Mais la convention peut également aider à éviter la non-double imposition. C'est-à-dire, c'est de faire de telle sorte que quelqu'un, par exemple, M. Vaha, il part en Côte d'Ivoire, pas Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire c'est dans l'UEMOA, il part dans un autre pays, il fait une prestation. Et lorsqu'il fait la prestation, il dit, bon, moi je réside au Burkina. Donc on lui dit, bon, c'est comme ça, il y a une convention entre le Burkina et puis par exemple la Côte d'Ivoire, on ne va pas t'imposer là-bas. Il arrive au Burkina, il dit au Burkinabé, ah, moi je suis allé faire la prestation en Côte d'Ivoire. Donc ici aussi on ne l'impose pas. Donc c'est ça la non-double imposition. Donc la convention permet d'éviter ça par exemple. Et la convention permet aussi de ce que nous appelons l'assistance administrative. Ça peut être l'assistance en recouvrement, ça peut être l'assistance en contrôle, ça peut être l'assistance en matière de renseignement. C'est-à-dire d'avoir
des informations sur un contribuable qui a pu faire des affaires sur un territoire donné. En ce moment, ça permet de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il a pu faire. Dans l'exemple que j'ai pris avec M. Vaha, il allait par exemple en Côte d'Ivoire faire une prestation et il y a une convention fiscale pour les 8 pays membres de l'UEMOA. Donc, s'il revient au Burkina, d'abord, puisque l'affaire s'est passée en Côte d'Ivoire, on va lui demander est-ce qu'il a une attestation de domiciliation fiscale. C'est-à-dire, vous devez montrer que vous êtes domicilié au Burkina. Vous avez un numéro IFI au Burkina. En ce moment, vu la convention, ceux de la Côte d'Ivoire vont vous dire ok, bon, nous, on ne va pas vous taxer là-bas parce que vous résidez au Burkina et comme il y a la convention, les Burkinabés vont vous imposer. Souvent aussi, la convention précise que vous pouvez être imposé dans les deux pays. C'est-à-dire qu'il y a un taux minimum qui est prélevé par exemple en Côte d'Ivoire et ici, on va vous imposer en tenant compte de ce que vous avez déjà payé par exemple en Côte d'Ivoire. Pour revenir à la convention fiscale avec la France, toutes ces questions-là n'étaient pas totalement claires. Pourquoi? Parce que j'ai rappelé la convention depuis 1965. De 1965 jusqu'à dans les années, j'allais dire presque 80, le directeur général des impôts, c'était un blanc. Hein. On n'avait pas un Burkinabé. Donc, bien sûr que les intérêts ne peuvent pas être d'égal à égal. Donc, pour dire que la convention telle que ça a été faite ne profitait pas énormément, j'allais dire même pas au Burkina. Parce que si vous regardez, c'est les entreprises ou les expatriés français qui profitaient davantage de cette convention. Parce que la convention couvre les impôts sur les revenus, les impôts sur, j'allais dire, les jetons de présence et puis tout ce qu'il peut faire, les retenues à la source, etc., etc., les UTS, etc. Donc vous voyez que quand c'est comme ça, la convention ne profitait pas au Burkina. Le ministre de l'économie l'avait relevé, nous perdions entre 30 et 45 milliards par an suite à cette convention-là. Donc pour dire que, bien sûr, si toute chose est égale par ailleurs, c'est un gain que le Burkina va pouvoir faire désormais parce que les expatriés qui vont venir au Burkina pour travailler dans le cadre de leurs affaires ou bien dans les prestations vont payer leurs impôts ici, c'est-à-dire qu'on va leur faire les retenues à la source. Je prends un exemple. Prenons par exemple un expatrié français qui vient pour appuyer par exemple True TV dans le domaine par exemple technique. Donc quand il va finir sa prestation, il ne peut pas évoquer la convention fiscale pour dire qu'il ne peut pas payer ses impôts ici parce que lui réside en France. C'est fini ça. À partir du 8 novembre, puisque la convention a été dénoncée le 7 août, si je ne me trompe pas, et jusqu'au 7 novembre, c'était, on pourrait dire que, mais à partir du 8 novembre, la dénonciation a pris effet. Donc, il n'y a plus de convention fiscale entre les deux en matière de double imposition. Mais je dois quand même relever quelque chose. La convention avait pour effet également en matière de renseignement. Voilà, le Burkina, comme la France, font partie d'une, j'allais dire, d'une plateforme au niveau de l'OCDE qui permet de pouvoir continuer à faire les échanges de renseignements. Donc même si il n'y a pas une convention fiscale entre la France et le Burkina, en matière de double imposition, bien sûr il n'y a plus de double, bien sûr il y a plus de, ils vont payer leurs impôts ici. Et nous aussi nous allons payer nos impôts lorsque nous allons aller en France. Mais en matière de renseignement, ils peuvent continuer à collaborer parce qu'ils font partie d'une structure de l'OCDE qui permet le partage ou le partage des informations, des renseignements à caractère fiscal. Juge va. Oui, en tout cas c'est très intéressant, on en apprend un peu plus. Mais est-ce qu'on a une estimation pour la partie, parce que c'est une double imposition, on dit que nous on perdait 40 milliards. Maintenant, c'est sûr aussi que de l'autre côté, il y en a qui vont supporter. Et on n'a pas d'estimation là-dessus? Non, on n'a pas pu faire des estimations, mais je rappelle aussi que nous n'avons pas assez d'entreprises. On n'a pas assez d'entreprises j'allais dire en France. La plupart étaient constituées des stagiaires parce que, comme je l'ai dit, ça couvrait aussi les impôts sur les salaires ou bien les impôts sur les émoluments des salariés ou des stagiaires. Et ça couvrait aussi, ce que nous avons aussi, c'est la plupart des prestations culturelles que nous partons faire en France. Quand vous prenez nos artistes ou bien ceux qui sont dans le domaine culturel, la plupart de nos entreprises qui investissent en France, c'est surtout dans le domaine culturel. C'est rare de voir par exemple une entreprise de BTP en France qui est tenue par
un Burkinabé qui est immatriculé au Burkina. Voilà. Mais par contre, vous allez voir que très souvent, nous avons des expatriés qui viennent au Burkina, français qui viennent au Burkina et qui font des prestations. En ce moment, avec la convention qui existait, ils ne payaient pas leurs impôts. Mais avec la dénonciation qui est rentrée en vigueur à partir du 8, désormais, ils paieront leurs impôts ici. Pour dire qu'on n'a pas forcément évalué ce que nous pouvions perdre de l'autre côté, mais j'estime que le ministère pourra revenir certainement sur ces questions. Là, c'est vrai qu'on est dans l'analyse de la décision qui a été prise, qui est en vigueur depuis le 8 novembre. Mais vous parliez de renseignement. C'est ça. Parce que là, on a un peu glissé aussi ce n'est plus du technique, hein, on est aussi dans la posture politique. D'accord. Est-ce que les renseignements là n'ont pas déjà commencé à être impactés par la partie française, hein, parce que c'est eux que ça va pas leur plaire, c'est sûr. D'accord. Moi, je ne pourrais pas parler du volet politique. Ce que je sais, c'est le volet technique. Et tout ce que je peux dire, c'est que, comme je l'ai dit, la convention fiscale avait pour double objectif, non seulement d'éviter la double imposition, mais également l'assistance administrative qui concerne le renseignement, le recouvrement, le contrôle conjoint, etc. Et je l'ai rappelé, même si cette convention est dénoncée, et qu'elle n'est plus en vigueur, le Burkina peut toujours demander des renseignements au niveau de la France parce qu'ils font partie de la MAC. La MAC, c'est ce que j'ai déjà appelé Michel d'assistance au niveau de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Donc, de ce fait-là, les renseignements peuvent continuer à toujours avoir... Quand je dis les renseignements, c'est les renseignements à caractère fiscal. Il faut que je précise ça, quoi. Voilà. Les renseignements à caractère fiscal. Donc, c'est-à-dire, c'est savoir, par exemple, si un Burkinabé est allé faire des affaires en France, on peut demander des renseignements et savoir effectivement il est parti faire des affaires en France, c'était tel jour, le chiffre d'affaires c'était comment il avait affaire à tel fournisseur ou bien à tel client, etc. etc. C'est ça les informations que nous avons souvent besoin dans le caractère au niveau des renseignements. Il peut arriver aussi que dans le contrôle, vous pouvez être en train de faire un contrôle fiscal et vous avez besoin de ces renseignements pour vous assurer effectivement que vous avez des informations justes pour pouvoir prélever le juste impôt. Donc ces renseignements sont suffisamment importants parce que nous sommes aussi dans un village planétaire, comme le disait le président. Il y a la mondialisation, les Burkinabés font des affaires un peu partout. Aujourd'hui, quand vous prenez les réseaux sociaux, les gens font des affaires un peu partout. Voilà. Donc pour dire qu'on peut avoir ce type de renseignements toujours pas seulement avec la France, hein, mais tous les pays qui sont au niveau de la MAC, comme je l'ai dit là, peuvent donner ces renseignements-là et pour qu'on puisse prélever le juste impôt. Juge Benabouma. Bon, c'est vrai qu'on est pratiquement à la fin, hein, mais il y a une question qui est importante, il s'agit du taux d'inflation. Est-ce que la tendance est à la baisse ou à la hausse? Le taux d'inflation. D'accord. Déjà, le taux d'inflation, c'est quoi? C'est l'augmentation du niveau général des prix. Donc, d'une année à une autre, ou bien d'un mois à un autre, j'allais dire la variation des prix là est appelée le taux d'inflation. Et le taux d'inflation, le niveau général des prix, comment on arrive à le déterminer? C'est un panier de biens et de services qu'on affecte un coefficient en fonction des habitudes de consommation dans un pays et bien sûr on fait, j'allais dire, la moyenne pondérée. La moyenne pondérée, bien sûr, c'est en tenant compte du coefficient. Voilà. Pour expliquer mieux ceux qui ont fait l'école et qui connaissent les notes. Par exemple, si vous prenez mathématiques, au niveau, son coefficient et pour ceux qui sont en série D n'est pas le même que lorsque tu fais la série A. Donc c'est ça le coefficient. Donc on pondère et on fait la moyenne pondérée pour avoir le niveau, j'allais dire le taux d'inflation. Donc l'inflation de septembre 2022, selon, je précise encore la source, selon la Direction générale de l'économie et de la planification, la DGEP, c'est passé de 12,5 en septembre 2022 à 3,6 en septembre 2023. Alors, en termes de lecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça allège le consommateur ou bien ça le charge davantage? Ça veut dire que le pouvoir d'achat du Burkinabé s'est amélioré de septembre 2022 à septembre 2023. Je précise la période et la source, c'est la Direction générale de l'économie et de la planification qui nous donne les chiffres. Et moi, je ne fais qu'analyser ces chiffres. Ces chiffres n'émanent pas de moi. Et la tendance? La tendance est à la baisse.
C'est vrai aussi qu'il y a un travail qui a été fait en tenant compte du contexte que nous sommes et dans lequel nous sommes. Il faut rappeler que aussi en 2022, nous étions quand même au début de la crise russo-ukrainienne. Il y a pas mal de choses qui ont fait que aussi on n'arrivait pas à maîtriser les prix de certains biens ou de biens de consommation ou de biens de grande consommation. Donc cela fait que c'était difficile. Mais aussi il faut rappeler que le gouvernement a fait des efforts en matière de maîtrise du taux d'inflation au niveau du pays, avec des mesures notamment, j'allais dire, les contrôles des prix, parce qu'il y a des prix qui sont bien sûr qui sont je veux dire, pas homologués, mais des prix qui sont fixés et qui doivent être suivis par le gouvernement. Donc, il y a ce contrôle qui permet de faire cela. Donc, la tendance, en tout cas jusqu'à présent, elle est une tendance baissière. Très rapidement, Juge Baha, vous voulez la parole? Oui, mais sur le point, parce que la critique qui a été formulée notamment par le monde syndical, c'est la cherté de la vie. C'est ça. C'est ça qui est le principe. La question de la vie chère. La vie chère, moi je la rime au niveau général des prix, qui reste très élevé. La question du taux d'inflation, c'est comme en vitesse. Il y a la vitesse, il y a l'accélération ou la décélération. Exact. Et le taux d'inflation, c'est une question d'accélération ou de décélération. Mais ça ne dit pas que la vitesse n'est pas toujours élevée. Absolument. Mais on est à un niveau général des prix, quoi qu'on dise, qui est toujours élevé. Absolument. Si c'est ça, je suis entièrement d'accord. Parce que ça dépend de l'année ou de la période de référence. Si. Voilà, mais souvent, attention, je le dis parce que quand on écoute un peu l'argumentaire gouvernemental, c'est le taux d'inflation, il est ceci. Donc c'est comme pour dire, écoutez, vous dites ça, mais ça va. Alors que non, vous êtes en vitesse peut-être toujours aux environs de 300 km/h, c'est toujours dangereux. Et le niveau général des prix aujourd'hui au Burkina, il est toujours haut. Ça, il faut qu'on le dise. Et ça aussi, intellectuellement, c'est honnête de le dire, qu'il y a des prix, des biens et des services qui sont toujours élevés. Ça, il faut l'accepter et le dire. Mais il faut aussi apprécier parce que selon les chiffres de septembre 2022 à septembre 2023, le taux d'inflation est à une tendance. Il y a des efforts. Il y a des efforts qui ont été faits et il faut l'apprécier à sa juste valeur. Mais ça ne veut pas dire forcément que la vie n'est pas chère. Mais durant la période, le pouvoir d'achat des Burkinabés s'est amélioré. Point final pour cette première convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que Amos Zongnaba, expert fiscal à l'association Fiscalité et Développement Local AFDL, était notre convoqué à la barre du tribunal. Avec lui, il a été question de la fiscalité adaptée pour un Burkina de résilience. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci à vous. L'AFDL était vraiment heureuse d'être associée, d'être convoquée, j'allais dire, au tribunal de l'actualité. Au nom de tous les membres, nous voudrions vous dire merci. Et nous avons notre conférence qui va se tenir le 25. Justement, on va parler de mobilisation des ressources locales pour les collectivités territoriales. Et je voudrais, avec votre permission, remettre l'invitation à à M. Vaha. Merci. Voilà. Merci bien. Merci, juge Bernard Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les clés de lecture. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre constante fidélité au tribunal de l'actualité. Ici, au tribunal de l'actualité, justement, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.